Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On est ensemble ce soir, vous l'avez deviné, pour quelques heures de lecture. Je vous propose de vous replonger dans une œuvre d'Alphonse Daudet, l'illustre auteur des fameuses Lettres de mon moulin que je vous avais déjà lues précédemment ici sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Mais là, ce soir, on va plutôt s'intéresser à une autre de ses œuvres, un peu moins connue, mais néanmoins tout aussi intéressante, qui s'intitule Le Nabab. Il s'agit d'un roman qui décrit les mœurs de la vie parisienne sous le Second Empire à travers différentes intrigues politiques qui mettra également en scène plusieurs personnages. Il s'agit de 3 personnages en particulier, à savoir le docteur Jenkins, le duc de Morna, haut dignitaire du Second Empire, et un homme qui s'appelle Jean Soulet, plus communément surnommé le Nabab, qui en fait est un aventurier qui s'est construit une mystérieuse et colossale fortune en Tunisie. Un personnage d'ailleurs assez énigmatique qui fait graviter autour de lui beaucoup de personnes qui sont d'ailleurs toutes interpellées par cette étrange et colossale fortune. Et personne ne parvient à savoir vraiment d'où elle vient. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de résoudre ensemble l'énigme, de finir par découvrir le secret du Nabab en restant avec nous, puisqu'on va tout de suite commencer la lecture. Mais avant cela, je vous propose également de me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là, en bas de l'écran. Vous tapez #VBN, on vous attend pour vos avis, vos impressions, vos commentaires, vos questions peut-être que vous avez à nous poser sur l'émission. On vous répondra avec grand plaisir, mais tout de suite, place à la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous. Chapitre 3. Mémoire d'un garçon de bureau. Simple coup d'œil jeté sur la caisse territoriale. Je venais d'achever mon humble collation du matin et de serrer, selon mon habitude, le restant de mes petites provisions dans le coffre-fort de la salle du conseil. Un magnifique coffre-fort à secret qui me sert de garde-manger depuis bientôt 4 ans que je suis à la territoriale. Soudain, le gouverneur entre dans les bureaux, tout rouge, les yeux allumés comme au sortir d'une bombance, respire bruyamment et me dit en termes grossiers avec son accent d'Italie. « Mais ça empeste ici, monsieur. Passageons. » Ça n'empestait pas, si vous voulez. Seulement le dirais-je. J'avais fait revenir quelques oignons pour mettre autour d'un morceau de jarret de veau que m'avait descendu mademoiselle Séraphine, la cuisinière du second dont j'écris la dépense tous les soirs. J'ai voulu expliquer la chose au gouverneur. Mais il s'est mis furieux, disant par sa raison qu'il n'y avait point de bon sens d'empoisonner des bureaux de cette manière. Et que ce n'était pas d'ailleurs la peine d'avoir un local de 12 000 francs de loyer avec 8 000 fenêtres de façade en plein boulevard Malesherbes, pour m'y faire roussir des oignons. Je ne sais pas du tout ce qu'il m'a dit dans son effervescence. Moi, naturellement, je me suis vexée de m'entendre parler sur ce ton insolent. C'est bien le moins qu'on soit poli avec les gens qu'on ne paie pas, que diantre. Alors je lui ai répondu que c'était bien fâcheux, en effet, mais que si la caisse territoriale me réglait ce qu'elle me doit, à savoir 4 ans d'appointement arriéré, plus 7 000 francs d'avance personnelle par mois, faite au gouverneur pour des frais de voiture, de journaux, de cigares, des grogs américains. Les jours de conseil, je m'en irai manger honnêtement à la gargote prochaine et je ne serai pas réduit à faire cuire dans la salle de nos séances un malheureux fricot dû à la commisération publique des cuisinières. Attrape. En parlant ainsi, j'avais cédé à un mouvement d'indignation bien excusable aux yeux de toute personne quelconque connaissant ma situation ici. Encore n'avais-je rien dit de malséant et m'étais-je tenu dans les bornes d'un langage conforme à mon âge et à mon éducation. Je dois avoir consigné quelque part dans ces mémoires que sur mes
65 ans révolus, j'en avais passé plus de 30 comme appariteur à la faculté de lettres de Dijon. De là, mon goût pour les rapports, les mémoires, ces notions de style académique dont on trouvera la trace en maint endroit de cette élucubration. Je m'étais donc exprimée vis-à-vis du gouverneur avec la plus grande réserve, sans employer aucune de ces injures dont tout chacun ici l'abreuve à la journée depuis nos 2 censeurs. Monsieur de Montpavon, qui toutes les fois qu'il vient l'appelle en riant Fleur de Mazas, et Monsieur de Bois-Léry, du cercle des trompettes, grossier comme un palefrenier, qui lui dit toujours pour adieu. À ton bois de lit, punaise, jusqu'à notre caissier, que j'ai entendu lui répéter 100 fois en tapant sur son grand livre, qu'il y a là de quoi le faire fiche aux galères quand il le voudra. Eh bien, c'est égal. Ma simple observation a produit sur lui un effet extraordinaire. Le tour de ses yeux est devenu tout jaune. Il a proféré ses paroles en tremblant de colère. Une de ces mauvaises colères de son pays. « Passageons, vous êtes un goujat. Un mot de plus et je vous chasse. » J'en suis resté cloué de stupeur. Me chasser? Moi? Et mes 4 ans d'arriéré et mes 7000 francs d'avance? Comme s'il lisait couramment mon idée, le gouverneur m'a répondu que tous les comptes allaient être réglés, y compris le mien. Du reste, a-t-il ajouté, faites venir donc ces messieurs dans mon cabinet. J'ai une grande nouvelle à leur apprendre. Là-dessus, il est entré chez lui en claquant les portes. Ce diable d'homme, on a beau le connaître à fond, savoir comme il est menteur, comédien, et il s'arrange toujours pour vous retourner avec ses histoires. Mon compte à moi? À moi? Mais j'étais si émue que mes jambes se dérobaient pendant que j'allais prévenir le personnel. Réglementairement, nous sommes 12 employés à la caisse territoriale, y compris le gouverneur et le beau Moessard, directeur de la Vérité financière. Mais il y a plus de la moitié qui manque. D'abord, depuis que la Vérité ne paraît plus. Voilà 2 ans de cela. Monsieur Moessard n'a pas remis une fois les pieds chez nous. Il paraît qu'il est dans les honneurs, dans les richesses, qu'il a pour bonne amie une reine, une vraie reine, qui lui donne autant d'argent qu'il veut. Oh, ce Paris, quelle Babylone! Les autres viennent de temps en temps s'informer s'il n'y a pas par hasard du nouveau à la caisse. Et comme il n'y en a jamais, on reste des semaines sans les voir. 4 ou 5 fidèles, tous des pauvres vieux comme moi, s'entêtent à paraître régulièrement tous les matins à la même heure, par habitude, par désœuvrement, par embarras, de savoir que devenir, seulement chacun s'occupe de choses tout à fait étrangères au bureau. Il faut vivre, écoutez donc. Et puis on ne peut pas passer sa journée à se traîner de fauteuil en fauteuil, de fenêtre en fenêtre, pour regarder dehors. 8 fenêtres de façade sur le boulevard. Alors, on tâche de travailler comme on peut. Moi, n'est-ce pas, je tiens les écritures de mademoiselle Séraphine et d'une autre cuisinière de la maison. Et puis, j'écris mes mémoires, ce qui me prend encore pas mal de temps. Notre garçon de recette, et voilà un qui n'a pas grande besogne chez nous, fait du filet pour une maison d'ustensiles de pêche. De nos 2 expéditionnaires, l'un, qui a une belle main, copie des pièces pour une agence dramatique. L'autre invente des petits jouets d'1 sou que les camelots vendent au coin des rues au moment du jour de l'an. Et trouve moyen avec cela de s'empêcher de mourir de faim tout le reste de l'année. Il n'y a que notre caissier qui ne travaille pas pour le dehors. Il se croirait perdu d'honneur. C'est un homme très fier, qui ne se plaint jamais, et dont la seule crainte est d'avoir l'air de manquer de linge. Fermé à clé dans son bureau, il s'occupe du matin au soir à fabriquer des devants de chemises, des cols et des manchettes en papier. Il est arrivé à y être d'une très grande adresse, et son linge, toujours éblouissant, fait illusion. Sinon qu'au moindre mouvement, quand il marche, quand il s'assied, ça craque sur lui, comme s'il avait une boîte en carton dans l'estomac. Malheureusement, tout ce papier ne le nourrit pas. Il est maigre, il vous a une mine, on se demande de quoi il peut vivre.
Entre nous, je le soupçonne de faire quelquefois une visite à mon garde-manger. Cela lui est facile, car en qualité de caissier, il a le mot qui ouvre le coffre à secret et je crois que quand j'ai le dos tourné, il fourrage un peu dans mes nourritures. Voilà certainement un intérieur de maison de banque, bien extraordinaire, bien incroyable. C'est pourtant la vérité pure que je raconte. Et Paris est plein d'institutions financières du genre de la nôtre. Ah, si jamais je publie mes mémoires. Mais reprenons donc le fil interrompu de mon récit. En nous voyant tous réunis dans son cabinet, le directeur nous a dit avec solennité : « Messieurs et chers camarades, le temps des épreuves est fini. La caisse territoriale inaugure une nouvelle phrase. » Sur ce, il s'est mis à nous parler d'une superbe combinazione, c'est son mot favori, et il le dit d'une façon si insinuante, une combinazione dans laquelle entrait ce fameux nabab dont parlent tous les journaux. La caisse territoriale allait donc pouvoir s'acquitter envers les serviteurs fidèles, reconnaître les dévouements, se défaire des inutilités. Ceci, pour moi, j'imagine. Et enfin, préparez vos notes. Tous les comptes seront soldés dès demain. Par malheur, il nous a si souvent bercés de paroles mensongères que l'effet de son discours a été perdu. Autrefois, ces belles promesses prenaient toujours. À l'annonce d'une nouvelle combinazione, on sautait, on pleurait de joie dans les bureaux, on embrassait comme des naufragés apercevant une voile. Chacun préparait sa note pour le lendemain, comme il nous l'avait dit. Mais le lendemain, pas de gouverneur. Le surlendemain, encore personne. Il est allé faire un petit voyage. Enfin, quand on se trouvait tous là, exaspérés, tirant la langue, enragés de cette eau qu'il vous avait fait venir à la bouche, le gouverneur, arrivé, se laissait choir dans un fauteuil, la tête dans ses mains, et avant qu'on eût pu lui parler. « Tuez-moi, disait-il, tuez-moi. Je suis un misérable imposteur, la combinazione a manqué, et elle a manqué Péchero, la combinazione. » Il criait, il sanglotait, il se jetait à genoux, s'arrachait les cheveux par poignées, se roulait sur le tapis. Il nous appelait tous par nos petits noms, nous suppliait de prendre ses jours, parlait de sa femme, de ses enfants, dont il avait consommé la ruine. Et personne de nous n'avait la force de réclamer devant un désespoir pareil. Mais que dis-je ? On finissait par s'attendrir sur lui. Non, depuis qu'il y a des théâtres, jamais il ne s'est vu un comédien de cette force. Seulement aujourd'hui, c'est fini. La confiance est perdue. Quand il a été parti, tout le monde a levé les épaules. Je dois avouer pourtant qu'à un moment, j'avais été ébranlée. Cet aplomb de me donner mon compte, puis le nom du nabab, cet homme si riche, si incroyablement riche. « Vous croyez ça, vous ?» m'a dit le caissier. « Vous serez donc toujours naïf, mon pauvre passageon. Allez, soyez tranquille, il en sera du nabab comme de la reine à Mouessard. » Et il est retourné fabriquer ses devants de chemise. Ce qu'il disait là se rapportait au temps où Mouessard faisait la cour à sa reine et où il avait promis au gouverneur qu'en cas de réussite, il engagerait Sa Majesté à mettre des fonds dans notre entreprise. Au bureau, nous étions tous informés de cette nouvelle affaire. Et très intéressés, vous pensez bien, à ce qu'elle réussit vite, puisqu'il y avait notre argent au bout. Pendant 2 mois, cette histoire nous tint tous en haleine. On s'inquiétait, on épiait la figure de Mouessard, on trouvait que la dame y mettait bien des façons, et que notre vieux caissier, avec son air fier et sérieux, quand on l'interrogeait là-dessus, répondait gravement, derrière son grillage. Rien de nouveau. Ou bien, l'affaire est en bonne voie. Alors, tout le monde était content et l'on se disait des uns aux autres. Ça marche, comme s'il s'agissait d'une entreprise ordinaire. Non, vrai, il n'y a qu'un Paris où l'on puisse voir des choses semblables. Positivement, la tête vous en tourne quelquefois. Et en définitive, Mouessard, un beau matin, cessa de venir au bureau. Il avait réussi, paraît-il,
un placement assez avantageux pour de l'argent de sa bonne amie. Est-ce honnête? Voyons. D'ailleurs, le sentiment de l'honnêteté se perd si aisément que ce n'est à ne pas le croire. Quand je pense que moi, Passageon, avec mes cheveux blancs, mon air vénérable, mon passé si pur, 30 ans de service académique, je me suis habituée à vivre comme un poisson dans l'eau au milieu de ces infamies, de ces tripotages. C'est à se demander ce que je fais ici, pourquoi j'y reste, comment j'y suis venue. Comment j'y suis venue? Oh, mon Dieu, eh bien, très simplement. Il y a 4 ans, ma femme étant morte, mes enfants mariés, je venais de prendre ma retraite de garçon de salle à la faculté lorsqu'une annonce de journal me tomba incidemment sous les yeux. On demande un garçon de bureau d'un certain âge à la caisse territoriale au 56 boulevard Malesherbes. Bonne référence. Faisons-en l'aveu tout d'abord. La Babylone moderne m'avait toujours tentée. Et puis, je me sentais encore vert. Je voyais devant moi 10 bonnes années pendant lesquelles je pourrais gagner un peu d'argent, beaucoup peut-être, en plaçant mes économies dans la maison de banque où j'entrerais. J'écrivis donc en envoyant ma photographie, celle de Crespon, de la place du marché où je suis représentée, le menton bien rasé, l'œil vif sous mes gros sourcils blancs, avec ma chaîne d'acier au cou, mon ruban d'officier d'académie, l'air d'un père conscrit sur sa chaise curule, comme disait notre doyen, Monsieur Chalmette. Je fournis aussi les meilleures références, les apostilles les plus flatteuses de ces messieurs de la faculté. Courrier par courrier, le gouverneur me répondit que ma figure lui convenait. Je crois bien, parbleu. C'est une amorce pour l'actionnaire, qu'une antichambre gardée par un visage imposant comme le mien. Et que je pouvais arriver quand je voudrais. J'aurais dû, me direz-vous, prendre mes renseignements. Moi aussi, sans doute. Mais j'en avais tant à fournir sur moi-même que la pensée ne me vint pas de leur en demander sur eux. Comment se méfier d'ailleurs en voyant cette installation admirable, ces hauts plafonds, ces coffres-forts, grands comme des armoires, et ces glaces où l'on se voit de la tête aux genoux. Puis ces prospectus ronflants, ces millions que j'entendais passer dans l'air, ces entreprises colossales à bénéfices fabuleux, je fus ébloui, fasciné. Il faut dire aussi qu'à l'époque, la maison avait une autre mine qu'aujourd'hui. Certainement, les affaires allaient déjà mal, elles sont toujours allées mal, nos affaires, mais le journal ne paraissait plus que d'une façon irrégulière. Cependant, une petite combinazione du gouverneur lui permettait de sauver les apparences. Il avait eu l'idée, figurez-vous, d'ouvrir une souscription patriotique pour élever une statue au général Paoli, enfin, un grand homme de son pays. Les Corses ne sont pas riches, mais ils sont vaniteux comme des dindons. Aussi l'argent affluait à la territoriale. Malheureusement, cela ne dura pas. Au bout de 2 mois, la statue était dévorée avant d'être construite et la série des protêtes, des assignations, recommençait. Aujourd'hui, je m'y suis habituée. Mais en arrivant de ma province, les affiches par autorité de justice, les Auvergnats devant la porte, me causaient une impression fâcheuse. Dans la maison, on n'y faisait plus attention. On savait qu'au dernier moment, il arriverait toujours un Montpavon, un Boilerie, pour apaiser les huissiers, car tous ces messieurs, engagés très avant dans l'affaire, sont intéressés à éviter la faillite. C'est bien ce qui le sauve, notre malin gouverneur. Les autres courent après leur argent. On sait ce que cela veut dire au jeu, et ils ne seraient pas flattés que toutes les actions qu'ils ont dans les mains ne fussent plus bonnes qu'à vendre au poids du papier. Du petit au grand, nous en sommes tous là, dans la maison. Depuis les propriétaires à qui l'on doit 2 ans de loyer et qui, de peur de tout perdre, nous gardent pour rien, jusqu'à nous autres, pauvres employés, jusqu'à moi, qui en suis pour mes 7 000 francs d'économie et mes 4 ans
d'arriérés. Nous courons après notre argent. C'est d'ailleurs pour cela que je m'entête à rester ici. Sans doute, j'aurais pu, malgré mon grand âge, grâce à ma bonne tournure, à mon éducation, aux soins que j'ai toujours pris de mes hardes, me présenter dans une autre administration. Il y a une personne, fort honorable, que je connais. Monsieur Joyeuse, un teneur de livres de chez Hermelingue et Fils, les grands banquiers de la rue Saint-Honoré dans Paris, qui, chaque fois qu'il me rencontre, ne manque jamais de me dire: Passageons, mon ami, ne reste pas dans cette caverne de brigands. Tu as tort de t'obstiner. Tu n'en tireras jamais un sou. Viens donc chez Hermelingue. Je me charge de t'y trouver un petit coin. Tu gagneras moins, certes, mais tu toucheras beaucoup plus. Je sens bien qu'il a raison, ce brave homme. Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas me décider à m'en aller. Elle n'est pourtant pas gaie, la vie que je mène ici, dans ces grandes salles froides, où il ne me vient jamais personne, où chacun se rencogne sans parler. Mais que voulez-vous? On se connaît trop, on s'est tout dit. Encore jusqu'à l'année dernière, nous avions des réunions du conseil de surveillance, des assemblées d'actionnaires, séances orageuses et bruyantes, vraies batailles de sauvages, dont les cris s'entendaient jusqu'à la Madeleine. Il venait aussi, plusieurs fois la semaine, des souscripteurs indignés de n'avoir plus jamais de nouvelles de leur argent. C'est là que notre gouverneur était beau. J'ai vu des gens, monsieur, entrer dans son cabinet, furieux comme des loups altérés de carnage, et en sortir, au bout d'un quart d'heure, plus doux que des moutons, satisfaits, rassurés, et la poche soulagée de quelques billets de banque. Car, c'était cela la malice. Extirper de l'argent à des malheureux qui, en somme, venaient en réclamer. Aujourd'hui, les actionnaires de la caisse territoriale ne bougent plus. Je crois qu'ils sont tous morts ou qu'ils se sont résignés. Le conseil ne se réunit jamais. Nous n'avons de séance que sur le papier. C'est moi qui suis chargée de faire un soi-disant compte-rendu, toujours le même, que je recopie tous les 3 mois. Nous ne verrions jamais âme qui vive si de loin en loin il ne tombait du fond de la Corse quelques souscripteurs à la statue de Paoli, curieux de savoir si le monument avance. Ou encore un bon lecteur de la Vérité financière, disparu depuis plus de 2 ans, qui vient renouveler son abonnement d'un air timide et demande si c'est possible un peu plus de régularité dans les envois. Il y a des confiances que rien n'ébranle. Alors quand un de ces innocents tombe au milieu de notre bande affamée, c'est quelque chose de terrible. On l'entoure, on l'enlace, on tâche de l'intercaler sur une de nos listes, et en cas de résistance, s'il ne veut souscrire ni au monument de Paoli, ni au chemin de fer corse, ces messieurs lui font ce qu'ils appellent, ma plume rougit de l'écrire, ce qu'ils appellent, que dis-je, ou ce qu'on appelle le coup du camionneur. Je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour un autre épisode de lecture où on poursuivra les aventures du nabab d'Alphonse Daudet. Alors, qui est ce fameux nabab à la fortune colossale? On finira très vite par le savoir puisqu'on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. C'est simple, vous tapez le hashtag VBN, vous nous écrivez, vous nous envoyez vos questions, vos commentaires. Vous pouvez également nous regarder sur le site de la chaîne www.d8.tv dans la rubrique divertissement, replay, voyage au bout de la nuit. Pour l'heure, moi je vous embrasse et je vous souhaite une très belle nuit sur D8.